j'espère que plein de nanas regarderont cette vidéo, que ça leur donnera envie de se lancer. Si elles hésitent comme ça, que ça leur donnera, tu vois, hop, la dernière petite poussette qu'il faut pour se lancer. Est-ce que toi, tu aimerais leur donner, tu vois, des conseils, enfin, est-ce que tu voudrais passer un message ou donner des conseils, tu vois, fortes maintenant de ce recul de 3 ans? Faut se lancer. Ouais. Il y a beaucoup effectivement de femmes qui hésitent, qui ont envie de changer de vie. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir en amont, bien se renseigner. Tu vois, la formation que j'ai faite en janvier 2020, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis lancée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, parce que ça fait 3 ans que je l'attends. C'est vrai. Comme quoi, il faut toujours persévérer. Je suis en compagnie de Bérangère, qui est une ancienne élève de mes formations. Salut à toi. Salut. Merci de nous accueillir dans ton fief à Paris. Enfin, on est presque à Paris. On va partager un petit peu le parcours d'entrepreneur de Bérangère pour plein de raisons. Déjà parce que, bon, je vais pas tout vous spoiler d'entrée de jeu, mais pour vous donner un petit peu l'introduction, parce que c'est le parcours d'une personne qui a pas d'expérience en achat-revente, et en plus le parcours d'une femme dans l'achat-revente. Ça, c'est deux thématiques dont je voudrais qu'on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, on va poser plein de questions, etc. Il va y avoir plein de choses à apprendre et plein de leçons à retirer pour vous autres. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Merci de nous recevoir. Merci à toi. Donc, nous fêtons officiellement les 3 ans depuis que tu as participé à la formation. Depuis la formation, oui. À Lyon. Donc, qui a eu lieu juste avant le Covid en janvier 2020. Ouais. Donc là, on tourne cette vidéo en janvier 2023. Est-ce que tu peux nous raconter déjà quel était ton parcours avant de t'intéresser à l'achat-revente? Avant de me lancer marchand de biens, je suis sortie de 15 ans d'expérience dans les ressources humaines, donc rien à voir. Ouais. J'avais fait 5 ans d'études en droit du travail et ensuite je me suis lancée sur différents postes RH sur Paris. Ok. Et ça faisait 10 ans que j'étais dans la même boîte en tant que salariée. Ouais. Donc j'avais envie de voir autre chose. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de lancer ma boîte, mais je ne savais pas forcément dans quoi. Ok. Et j'ai quitté mon employeur fin 2019. Ouais. Voilà, ça s'est pas forcément hyper bien terminé. Pour quelle raison, si on peut... je me suis fait licencier, en fait. Ok. Un peu du jour au lendemain. Ok. Voilà. On est toujours content, au bout de 10 ans, ça fait plaisir. Ah, c'est ça, ok. J'étais très, très investie dans mon travail, donc je me suis dit, pourquoi pas lancer ma propre entreprise. Ouais. Et donc, ça m'a permis, c'était l'opportunité de faire le point sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je faisais un peu d'immobilier locatif avec mon père et mon frère à l'époque. D'accord, ok. Sur quel secteur? Le Nord, parce que je suis originaire du Nord de la France. Alors, le Nord, c'est-à-dire? Parce que pour moi qui suis lyonnais, pareil, c'est déjà le Nord, tu vois. Plus vers Valenciennes. Plus vers Valenciennes. Ouais, et plutôt vers la frontière belge, en fait. Ok, d'accord, très bien. Donc, mais je gérais de loin, en fait. C'est plus mon père qui s'en occupait. Et puis, à l'époque, mais toujours aujourd'hui, je suis passionnée de décoration. Ok. Et donc, je me suis renseignée sur le métier d'achat-revente. Donc, j'avais regardé pas mal de vidéos à l'époque sur YouTube aussi. Ouais. J'ai découvert tes vidéos. Et j'ai fait la formation, du coup, en janvier 2020. Et je me suis lancée. J'ai trouvé ma première OP en mars. Pourquoi l'achat-revente? Parce que tu disais, tu es passionné de déco, etc. Dans l'activité de marchand de biens, c'est pas forcément ce qu'on fait le plus. Ouais. C'est certainement pas ce que moi, en tout cas, j'incite nécessairement à faire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette activité en particulier? Le secteur de l'immobilier, déjà, ça me branchait pas mal. Okay. Après, c'était plus le locatif qui m'intéressait moins. J'avais eu, dans mon environnement personnel, j'ai vu en fait un achat-revente un peu par hasard. Okay. Et donc, quelqu'un qui a dégagé une marge sans forcément être marchand de biens. Mais est-ce qu'elle était crapuleuse, cette marge? Non, pas forcément. Okay. Mais je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant. Moi, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Donc, effectivement, la déco, ça m'intéressait, mais tout ce qui était rénovation aussi. Tu vois, les avant-après. Je suivais aussi quelques personnes sur YouTube, sur Insta. Ouais. Même si je n'avais jamais géré de travaux, ni de chantier, etc. Jamais, par toi-même. Non. Donc, j'ai toujours vécu en appart. J'ai jamais... j'ai jamais construit, en tout cas participé à un projet de construction de maison, jamais. Okay. Mais c'était des choses qui m'intéressaient. Okay. Et le fait de monter ma propre structure, voilà, c'était surtout ça. Et puis après, j'ai découvert le métier au fur et à mesure et via
via ta formation. Ok, donc en janvier 2020, tu participes à la formation, et là ensuite, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Là, tu travaillais plus déjà? Non. Ok. Euh, donc, je sais pas, tu te mets à chercher des biens? Ouais, juste après la formation, alors j'ai eu un petit moment de flotte. flottement où je me suis dit, déjà je me suis dit, heureusement j'ai fait la formation parce que il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de bases et je m'imaginais pas du tout ça. Okay. Donc j'étais soulagée d'avoir fait cette formation en particulier. Ça m'a vraiment donné des bases. Et en même temps, j'avais un peu peur parce que je me dis, oh là là, tout ce qu'il faut savoir pour se lancer. C'est quoi qui t'a fait peur en particulier? Toutes les notions d'urbanisme, de fiscalité, tout ce qui peut paraître un peu compliqué quand t'as jamais fait. Et je me suis dit, oh là là, je me suis dit, si je me lance sur un premier projet, ouais, ça va peut-être être un peu compliqué. Et puis après, j'ai suivi tes conseils. Je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'ai rien à perdre de toute façon. Au pire, ça marche pas et je fais autre chose, mais au moins, voilà, j'aurais tenté. Et j'ai appris au fur et à mesure. Tu vois, forcément, je pense que quand tu commences, tu fais quelques erreurs. Mais vu que j'avais quand même des bonnes bases au départ, et après, il y a le réseau de marchands de biens aussi, qui m'a beaucoup aidée. Des anciens de la formation de la MDB Academy. En fait, j'ai rencontré des personnes du coup pendant la formation déjà, qui venaient de milieux vraiment différents. Donc ça m'a aidée. Et puis en région, le réseau, on garde contact, on se voit tous les 3 mois, donc ça permet d'échanger. Et le réseau Facebook aussi, où on pose pas mal de questions plus techniques. Ouais. Ça fait partie, petite parenthèse, pour ceux qui voient la vidéo et qui font pas partie nécessairement encore de la communauté. On sait que la formation c'est bien, mais une fois qu'on se lance après sur le terrain, c'est compliqué, on se retrouve seul, on a des doutes et tout. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est plusieurs outils. Déjà, il y a le groupe, la communauté qui se passe sur Facebook de tous les anciens de la formation. Là, il y a vraiment de l'échange, de l'entraide, etc. Et on a aussi mis en place des groupes régionaux des anciens de la formation qui, pour la plupart, ceux qui participent à ces groupes en général, ils sont passés à l'action, clairement. Donc ils sont là, ils sont actifs. Et puis là, c'est une occasion d'échange, d'entraide, de soutien. Et puis juste, des fois, c'est sympa d'aller discuter avec des personnes qui comprennent un petit peu ce qu'on leur raconte quand on leur parle d'urbanisme et de trucs. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et donc, petite période de flottement, et tu trouves un bien, tu me dis, en mars 2020 ? Oui. Mars 2020 égale Covid. Ouais. Donc là, j'ai trouvé en fait un bien juste avant le Covid. Ok. J'ai fait beaucoup de visites. Ouais. Combien à peu près, t'as une idée ? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'habite sur Paris, mais je travaille dans le Nord. Ok. Donc, quand je me déplace, il faut rentabiliser le déplacement. Donc là, j'ai fait 2 semaines de visites. Ok. Donc 3-4 visites par jour. Ok. Donc j'ai fini par trouver. Donc on va dire, une vingtaine de visites, entre 15 et 20 visites. C'est ça. 15-20 visites, tu trouves un truc. C'est ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est bien. Okay. Donc j'ai rencontré un agent IMO top qui m'a fait visiter quelque chose indirectement, qu'il avait en stock. Et donc j'ai visité et là j'ai flashé. Donc sur un lot de 2 maisons. On vous mettra des petites photos. À rénover, mais avant-après. Donc dont une des 2 maisons qui était vraiment dans son jus. Et une maison où il y avait des travaux à faire, mais voilà, c'était quand même... je pense que le chantier était plus court. C'était 2 maisons de quelle surface à peu près ? La petite faisait 50 mètres carrés et l'autre 140. Ok, donc assez déséquilibré. Tu les as gardés dans ces surfaces-là ? Oui. Ok, très bien. Toi, tu as pris le parti de faire les travaux donc là, on a fait tous les travaux. Ok. Donc là, l'objectif, c'était de vendre la petite maison le plus vite possible. Ce qu'on a fait, ça s'est vendu super rapidement. Ok. Et par contre, les travaux de la plus grande maison, ça a duré un peu plus longtemps. Et là, vous les avez fait vous-même ? Vous avez fait appel à des entreprises ? Moi, j'ai fait appel à des artisans, vraiment par spécialité. Je m'occupais des matériaux. En fait, l'objectif, c'était de faire baisser la note. Parce que je partais pas avec un énorme budget, c'était ma première opération. Par contre, la deuxième maison, je l'ai vendue en mode de plateau.
Ok. J'ai fait ni salle de bain, ni cuisine. Je l'ai vraiment vendu brut. Ouais. Mais par contre, nickel, quoi. Tu vois, Ok. avec les carrelages, les placos, la plomberie, Propre. l'électricité, nickel, ouais. Ok. Ouais, Mais en fait, à finir. c'est ça. Ok. Et justement, au niveau budget, cette opération, c'était une opération de combien à peu près? Alors, à l'achat, l'opération était à 85 000 euros. Ok. J'en ai eu pour 50 000 euros de travaux. Matériaux et main-d'œuvre inclus? Ouais, tout compris. Ok, très bien. Donc, j'avais bien négocié avec les artisans. Les matériaux, pareil, j'ai fait mon max pour réduire les coûts. Ouais. Et j'ai une marge à 80 000 euros. Sur 130 000 euros au total. Ouais. Enfin, un peu Donc, plus j'ai de 130, revendu hein. derrière les 2 maisons séparément. Ouais. Et j'ai eu 80 000 euros de marge en tout. Donc déjà, c'est une Ouais. super marge pour une première Ouais. opération. Et donc, bravo, c'est le moment où vous pouvez payer votre like et mettre un petit commentaire de félicitations pour Bérengère. Et là, justement, je vais rebondir. La gestion avec les artisans, le fait que tu sois justement une nana toute seule, est-ce que ça a été un souci ou pas? Enfin, comment tout ça s'est déroulé? Il y avait des artisans que je connaissais déjà Ok. via mon père, enfin voilà, où je Ton père, il est connaissais. du métier? Mon père, il fait de l'immobilier locatif, donc Ok. forcément, il a un peu de réno à faire. Ouais. Mais donc moi, je les connaissais, mais j'avais jamais travaillé avec eux. Ok. Et après, de bouche à oreille, j'ai rencontré d'autres artisans, j'ai fait faire des devis. Mhm. Donc même si je m'y connaissais pas, bah voilà, j'ai appris aussi avec eux. Oui, c'était plutôt sympa. Ouais. Donc j'ai pas été jugée par rapport à mon statut de femme. Ok. Après, bon, les devis, clairement, enfin, j'en faisais à chaque fois, sur chaque spécialité, 3-4 devis. Ouais. Bon, il y en avait, clairement, je pense, qui se foutaient de ma gueule. Mais voilà, j'ai toujours réussi à trouver les bonnes personnes. Et ça s'est hyper bien passé. Et j'ai Ouais. beaucoup appris sur le terrain. Donc moi, j'étais à Paris. Là, le chantier, enfin les 2 maisons, ça a duré 1 an. Je me déplaçais 2 jours et demi par semaine. Ok, donc c'est quand même assez Ouais. lourd. Ouais. Mais il fallait au moins ça. Et de mémoire, toi aussi, t'as un peu mis la main à la pâte, non, dans le Oui, chantier? oui, oui, pas grand-chose. T'avais fait quoi? La peinture. T'avais fait la peinture? T'avais pas fait Euh, la démol? Je croyais que t'avais fait de la démol. Non, pas de démol, Ok. mais peinture, ponçage de parquet, quelques tranchées C'est aussi. ça, c'est le ponçage de parquet Ouais. où tu m'avais dit putain, plus Plus jamais. jamais. Mais je l'ai quand même refait après. C'est vrai, Ouais, on ouais, dit ouais. toujours ça. On dit toujours, ouais, les travaux plus jamais. Non, Puis 1 an ou 2 après, on oublie. j'ai pas fait grand-chose, honnêtement. Mais j'ai beaucoup appris via les artisans, en fait. Ok. Et ça, justement, c'est intéressant parce que c'est souvent une appréhension des femmes qui veulent se lancer en immobilier. C'est un milieu qui est clairement très masculin, surtout le bâtiment. C'est quasiment exclusivement Que des masculin. hommes, ouais. Et souvent, bah, pour pas mal de femmes, qui pourraient, tu vois, il n'y a aucune barrière. Enfin, le fait qu'elle soit une femme n'est pas enfin, n'empêche en rien le fait qu'elle réussisse dans l'activité de marchand. Mais qui se mettent un peu des barrières ou qui peuvent se laisser un petit peu impressionner justement par le fait que ce soit tellement masculin et parfois, faut bien le dire, un peu con et un peu macho, tu vois, comme univers. Mais justement, toi, tu dis qu'en plus dans le Nord, enfin, tu vois, pas forcément... Qu'est-ce que t'as on est dans les clichés, tu vois. Pas forcément là où c'est pas forcément les milieux plus féministes, tu vois. Je suis d'accord. Et pour autant, toi, t'as pas senti que ça a été bloquant? Ben, non, alors moi, dans mon ancien métier, j'avais énormément de relationnel aussi, Ouais. même si j'étais pas forcément sur le terrain. Donc j'avais peut-être cette facilité à m'adapter, peut-être, Ok. au type d'interlocuteur. Et puis bah, les gens, enfin, je pense que il faut s'intéresser à eux aussi. Tu vois, il faut pas arriver avec les gros sabots. Voilà, je suis nana, je suis parisienne, machin. Non, enfin, au contraire, il faut être là le matin, à 7h30 du matin, quand ils commencent. Fumer des gitanes. C'est ça. Tu vois, tu apportes les matériaux, tu checkes avec eux, tu fais une réunion de chantier où tu réunis tous tes artisans pour voir qui commence en premier. Et puis, voilà, tu leur apportes du café. Enfin, tu as ces petits moments informels humain, aussi. Voilà. Et du coup, l'ambiance devient aussi plus cool. Par contre, il faut être rigoureux aussi en même temps. Donc, ça veut dire, quand tu es sur le terrain, chaque fin de journée, tu vois, tu fais le point avec eux sur ce qui va pas, et il faut y aller, quoi. Ouais, Enfin, bien pointé. ouais, parce que quand tu demandes quelque chose sur plan,
Ouais. Parce que moi, je faisais mes plans aussi en amont, super important pour l'électricien, le plombier, etc. Et bon, tu t'aperçois que parfois... Il y a une petite différence entre bien sûr. Donc il faut être sur le terrain, c'est super important. Et même là, j'ai envie de dire, à la décharge des artisans, même quand ils sont super consciencieux et qu'ils font bien leur job, la réno entre la théorie sur plan et puis la réalité où tu as parfois des petites contraintes techniques que tu n'as pas forcément anticipées. Exactement, il peut y avoir des adaptations à faire et puis les artisans, ils vont raisonner avec leur logique qui n'est pas toujours la bonne en fait. Ça. Et puis après, tu disais, bon, peut-être l'avantage aussi des femmes, je pense qu'on a aussi une capacité à se projeter dans un bien, à voir ce qui peut être pratique ou pas. Et les artisans, même s'ils font très très bien leur job, ils pensent pas à certaines choses, tu vois. Donc on apporte peut-être un œil différent. Ok, donc tu trouves cette opération en mars 2020. Oui. Il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage. Justement, j'allais te dire, le confinement qui arrive, et là, en fait, tu as dû être coincé. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Le confinement est arrivé en mars. Donc, la signature du compromis a été décalée. D'accord. En juin. Un bon décalage. Un bon décalage. Parce que là, à l'époque, c'était... C'était l'époque où on ne savait pas encore comment réagir. Les notaires donc, les notaires, il y a des notaires qui ont fermé. Les mairies étaient fermées aussi. À l'époque, j'avais un problème d'assainissement. Donc, il fallait absolument un diagnostic. Il n'y avait plus de diagnostiqueur. Ouais. Donc, en fait, on a pris du retard sur des détails. Donc, ça fait... j'ai signé en juin. J'ai réitéré en septembre. Okay. Et j'ai monté ma boîte en août. Tu avais besoin d'autorisation d'urbanisme pour ce projet ? Ouais, j'ai eu une DP. Une déclaration préalable ? Ouais. J'ai changé les menuiseries et j'ai fait une toiture. Mais non, c'était pour les menuiseries, la DP. Tu l'as sous-traité, ça ? Non, je l'ai fait moi-même. T'es allé mettre les façades et tout, t'as fait tous les trucs toi-même. J'ai tout fait moi-même, manque de budget aussi. Et je me suis dit, pour un premier projet, c'est intéressant, tu vois, de voir comment ça se passait. Donc là, j'ai travaillé aussi sur Home by Me. Et dès que j'ai signé le compromis, je suis allée voir la responsable de l'urbanisme pour voir ce qui était possible de faire ou pas. Effectivement, il fallait une DP, etc., les délais, enfin voilà. Tu as fait les choses dans le bon ordre quand même. C'est ça. Et j'ai eu aussi, je ne sais pas si tu te souviens, une autorisation de diviser aussi. Une autorisation préalable à la division, c'est ça, une APD, Ça, c'est des trucs qui sont pas mal justement. C'était dans la métropole de Lille ou pas du tout ? L'agglomération de la Porte du Hainaut. Ok. Parce que je sais que ça se fait pas mal. La métropole de Lille l'impose, mais je ne savais pas... dans le Nord, beaucoup. De plus en plus. L'autorisation préalable à la division, c'est un truc qui a été mis en place plutôt pour le locatif et pour éviter justement les marchands de sommeil qui font des tout petits logements qui sont un peu insalubres. Et je vais juste rebondir, tu vois, tu disais manque de budget, mais par contre, tu vois, dans l'équation, on a toujours en gros 3 ressources. On a temps, énergie, argent. Et on a rarement les 3. En général, il en manque toujours un. Et là, tu vois, toi, c'était plutôt le budget qui manquait. Et donc toi, par contre, du temps, t'en avais, parce que tu étais au chômage, là. C'est ça. Et donc, allez, tu t'es bougé, et puis tu es allé faire toi-même la DP. Ok, très bien. Donc, tu obtiens ta déclaration préalable qu'en septembre. Je me souviens plus exactement. Mais ça a été super rapide. En fait, je crois qu'au bout d'un mois, ils m'ont validé le truc. Très bien. Mais après, je ne sais plus exactement quand je l'ai déposé. Je l'ai forcément déposé juste après la signature du compromis. Donc, avant la réitération, j'avais déjà toutes mes autorisations pour attaquer les travaux. Ok, super. Et j'avais anticipé aussi sur les devis pour les menuiseries, etc., les matériaux pour la toiture, parce que les délais commençaient déjà, même à l'époque, à s'allonger. Donc, j'avais anticipé tout ça. Ok. Et après, le chantier a pris combien de temps ? En tout, 1 an. Enfin, le chantier, 9 mois. Ok. Mais de la première signature du compromis jusqu'à la vente, ça a duré 1 an. Ok. 1 an, au-delà, une année à la fin de laquelle tu as récupéré donc, cette marge. C'est ça. Juste par rapport au financement, toi, de mémoire, tu n'étais pas allé chercher du financement bancaire, tu allé chercher du financement privé sur cette opération. À l'époque, j'étais quand même allée voir ma banque. Donc, ils m'ont dit, ils m'ont expliqué, ils m'ont conseillé de faire 1 ou 2 opérations et puis d'aller les revoir ensuite. Ok.
Sur une petite OP comme ça, en termes de montant, c'est compliqué, quoi. Ouais, donc là, mon père m'a aidé Ouais. pour l'achat. Et moi, j'avais un peu d'argent de côté via mes indemnités de licenciement qui m'ont permis de payer les travaux. Ok, très Voilà. bien. Tu as tout mis dans le truc, Tout. tout réinvesti. Ok. Donc ça, c'est aussi un bon exemple pour ceux qui hésitent à se lancer, etc. Rappelez-vous que c'est pas forcément vous qui devez avoir l'argent. Si dans la famille il n'y a pas d'argent, ce qui était mon cas par exemple quand je me suis lancé, nous on avait personne qui a une thune dans notre famille, donc c'était plutôt aller chercher les amis ou ça peut être des collègues, etc. Qui permettent de lever des fonds. Et je vous assure que des gens qui ont 30 000, 50 000, 80 000, franchement, il y en a plein, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, à leur proposer des choses intéressantes à faire. Vous allez voir que vous allez trouver le capital nécessairement. Donc là, nous nous retrouvons quelque part, j'imagine, au printemps 2021. Oui. Ouais. Et là, entre-temps, est-ce que tu avais cherché une deuxième OP ou tu t'es remis à chercher Oui, j'avais cherché une deuxième OP. Ok. Donc là, j'ai trouvé une maison à rénover, toujours. Ouais. Je me suis dit, je pars sur ma lancée, à Cambrai. Ok. Donc mon secteur de recherche, j'avais 3 villes de prédilection, Valenciennes, Cambrai et Arras. Ok. Arras, j'ai jamais trouvé. D'accord. Valenciennes, donc ma première opération était dans le Valenciennois. Ok. Et la deuxième, donc c'était Cambrai. Donc, entre-temps, toi, tu Ouais. t'es mis en recherche d'une deuxième opération avant d'avoir clôturé la première. C'est ça. C'est la bonne chose à faire parce que les opérations marchands, elles prennent un peu de temps pour être mises en place. Et donc, si on veut enchaîner, il faut quand même anticiper un petit peu. Tu trouves une autre opération à Cambrai, donc? Oui. C'était quoi, une maison? Une maison à rénover. Ok. Donc là, j'ai eu du mal à trouver tout de suite à enchaîner sur un deuxième projet. Donc j'ai mis du temps. J'ai encore refait des visites. C'est un notaire en fait qui a pensé à moi et qui m'a fait visiter. Cool. Et là, je me suis aperçue que faire une marge sur une opération de rénovation, c'est pas simple, parce qu'entre-temps, les prix des matériaux avaient encore augmenté. Donc c'était pas facile. C'était pas facile. Donc là, j'avais estimé une marge, voilà, que j'ai revu un petit peu à la baisse. Mais voilà, ça s'est quand même bien goupillé. Mais l'opération était moins longue. Alors que le marché était quand même assez favorable, c'est-à-dire assez haussier à la sortie du Covid, notamment pour les maisons. C'était une maison avec un petit extérieur ou... Ouais. Il y avait un grand extérieur, Ok. Un garage non attenant. Il y avait un grand grenier, donc j'ai réaménagé avec une suite parentale, etc. On a fait un truc sympa. D'accord, ok. Là, c'est une opération sur laquelle tu as tout fait faire, au niveau de la rénovation, je veux dire? Ouais, comme d'hab, j'ai fait quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Ouais, sinon... Et là, tu as fait un produit fini, par contre? Oui. Ok. Parce que la clientèle était assez différente. Ok. La première opération, j'avais vendu, donc la grande maison en question, je l'avais vendue à un investisseur qui voulait faire du locatif et qui voulait diviser, d'où l'autorisation de division. Là, c'est la clientèle, la cible, c'était vraiment des familles, vu qu'on avait 4 chambres. Donc au début, je me suis posé la question, effectivement, est-ce que je vends un produit fini ou pas? Et après discussion avec les agents immobiliers, ils m'ont vraiment conseillé de terminer et de vendre un produit nickel. Ouais. Ok. Est-ce que tu te rappelles des montants, acquisition, rénovation, tout ça? Alors, l'acquisition, le prix d'achat, c'était 69 000 €. Ok, donc ouais, bon. Donc... Il y en a, ce sont ceux qui regarderont la vidéo, qui sont dans des régions immobilières, et à un prix normal, ils vont se dire, putain, est-ce qu'on achète une maison à 69 000? On était vraiment sur une maison pourrie, de chez pourrie. Le notaire avait dû faire vider la maison, parce qu'elle était remplie jusqu'en haut d'ordures. Syndrome de Diogène. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, moi, j'ai pas vu comment c'était, mais rien que la visite, fallait se projeter. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de Diogène, c'est un trouble psychologique, ou je ne sais même pas si c'est pas psychiatrique. C'est des gens qui accumulent des choses, et notamment, en général, ils ont tendance à accumuler des merdes, des ordures, en fait. Et en fait, il y a des maisons qui sont remplies de tas de merde, et c'est des nuisances pas possibles, parce que ça attire les bestioles et tout ça. C'est une horreur, quoi. Et le jardin... Il y avait un jardin, mais je n'ai pas pu y accéder pendant la visite. Pourquoi? Il y avait des herbes, des ronces à 1,50 m de hauteur. Donc, on a vu le cadastre, il y avait bien un terrain. Mais bon, voilà. Donc, c'était vraiment en très, très mauvais état.
Mais la maison était saine. Tu vois, il n'y avait pas d'humidité. Donc elle était dégueu, mais elle n'était pas en mauvais état, en fait, quelque part. Ouais. Le gros œuvre était correct. Ouais. Donc là, beaucoup de travaux. J'ai eu 70 000 € de travaux. Pour combien de mètres carrés? 110 mètres carrés. Bah, tu t'en es tiré pas mal. Ouais. C'est pas très cher. Mais une augmentation par rapport à mon premier projet. Ouais. Mais plus de taf, quoi. Ouais. Plus de taf. D'accord. En fait. Ok. Et elle s'est bien vendue? Alors, j'ai mis 2 agents immobiliers sur le coup. Ok. Pour vendre, je me suis dit, bon, il fallait que je vende vite. Ouais. Et ils n'ont pas réussi à vendre. Alors, ils ont fait beaucoup visiter, mais le retour des acheteurs potentiels, c'était la pièce à vivre trop petite. Ok. Elle faisait quelle taille? Autour de 35 mètres carrés, 35-40 mètres carrés. On a tourné une opération il y a 2 jours chez Marion, que je salue au passage si tu regardes cette vidéo, et qui aussi a fait une réno sur une grande maison, et son salon il fait 35 mètres carrés, et il est bien, tu vois, enfin, il est carrément correct, et l'objection, le salon est trop petit. Mais là, c'était pas le salon, c'était la pièce à vivre. Ok. Donc, tu vois, cuisine ouverte, Ouais. salle à manger et salon. Il y avait cuisine, salle à manger, salon qui faisait 35 mètres carrés. Ouais. C'est effectivement pas très grand. Ouais. Ok. T'as pas pu faire autrement? Non. Après, il y avait une possibilité d'extension qui te permettait de rajouter 15 mètres carrés. Et moi, j'avais choisi une cuisine ouverte avec une table au milieu. Enfin voilà, ça permettait de gagner de la place. Mais c'était pas suffisant. Ouais. Et moi, j'ai eu la bonne idée de faire une 4e chambre, une suite parentale. Donc forcément, la cible, c'était une famille. Et l'erreur que j'ai faite, je pense qu'elle est là, sur ce projet. C'est que la pièce à vivre était trop petite. D'accord. Donc les gens n'arrivaient pas à se projeter. Ok, et comment vous avez réussi à dépasser cet obstacle? Ben, j'ai repris le projet en main et j'ai repris la vente. Sérieux? Je m'en suis occupée, ouais. Ok. Que pendant une semaine, j'ai organisé les visites. Et à la fin de la semaine, j'ai eu une proposition. Ah ouais? Ouais. Et au prix? À 2 000 € près, ouais. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tu vois? Et là, je suis tombée sur un jeune couple. Ils ont eu un coup de cœur sur la maison. Ok. Donc, ils étaient qu'à 2, donc pour eux, la pièce à vivre était très bien. J'ai eu une contre-visite quand même avec beau papa, architecte, en visio, etc. Donc, il m'a posé pas mal de questions techniques, donc je m'étais un peu préparée. Enfin voilà, j'ai réussi à vendre en une semaine. Donc, les agents immobiliers étaient verts. Tu l'as géré comment avec eux? Ça, tu leur as dit, bah écoutez, messieurs, vous n'avez pas réussi, je reprends en main? Bah, on s'était déjà mis d'accord au départ. Ok. Moi, je leur avais dit, vous avez autant de temps pour vendre. Si c'est pas fait, je vends par moi-même. Et tu leur as laissé combien de temps? 1 mois et demi. Ok. C'est un peu court, mais normalement, enfin, surtout dans un contexte, voilà, c'était en 2021, 2022? 2022. Ouais. Début 2022 ou? De mai, je crois. Ok. Donc en plus printemps, bonne période, bon, ça a commencé à se ralentir un petit peu, avril-mai, mais le premier semestre 2022, c'était encore une très bonne période pour vendre, donc 1 mois et demi, normalement, si tu es à peu près dans le prix, ça doit partir. Ouais, et franchement, j'étais au prix. Enfin, t'as pas exagéré sur le truc. Ok, très bien. Payez votre like si c'est pas déjà fait pour cette 2e opération. Vous pouvez pas mettre 2 likes, donc mettez-en au moins 1 si vous en avez pas mis jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ton activité? Là, j'ai enchaîné sur un 3e projet. Ok. Donc, mes 2 opérations étant terminées et réussies, je suis allée voir les banques. Ouais. Donc, je suis allée voir ma banque qui m'avait conseillé de faire 2 premières opérations. Ouais. Et refus. Ok. Ils m'ont dit, bah, vous en faites une 3e. Non. Okay. Donc là, je me suis dit, bon, j'en ferai une 3e, mais ils vont m'en demander une 4e. Donc, sur les conseils de collègues marchands de biens, je suis allée voir d'autres banques qui ont accepté de me financer. Donc, j'ai préparé le joli dossier qui va bien, où j'ai présenté le bien, le contexte géographique, etc., la marge que je pouvais en tirer, etc. Donc voilà, j'avais fait une jolie présentation et ça les a convaincus. Ok. Et là, sur cette opération, c'est quelle typologie d'OP? Donc là, j'ai acheté un lot de 3 biens, 2 maisons et un hangar, une habitation qui est nickel. Qui fait 80 mètres carrés, qui est mitoyenne avec une autre maison qui est complètement à rénover, qui fait 70 mètres carrés. Et en face, j'ai un hangar qui fait 100 mètres carrés sur une parcelle de 200 mètres carrés, qui est transformable en habitation. Donc là, j'ai fait une demande de CU opérationnelle qui a été validée.
Donc là, il y a énormément de potentiel. Et là, je ne fais pas de travaux. Ah, t'as compris la leçon. Ouais, je me suis dit, je me suis vraiment donné là sur les 2 premiers projets, donc je voulais faire une petite pause. Ouais. Après, je pense que le prochain, je referai sûrement un peu de réno, parce que j'aime bien ça. Mais là, je me suis dit, voilà, on va voir ce que ça donne. Après, ça vaut toujours le coup de tenter, en fait, de tenter sans faire les travaux, et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc on verra. Dans toute cette aventure, on va dire, entrepreneuriale, toi, tu n'avais pas d'expérience là-dedans avant, ni dans l'entrepreneuriat, ni véritablement dans l'immobilier. Non, j'ai toujours été salariée. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir indépendante? Ne plus avoir de compte à rendre. Ouais. En fait, ce qui est embêtant quand on est salarié, c'est que même si on trouve un job intéressant, il faut toujours bien s'entendre avec ses collègues et surtout avec son boss. Donc, moi, j'ai connu uniquement des grosses boîtes, donc N+1, N+2, etc. Donc, quand tu prends de l'expérience, tu as envie d'autonomie. Moi, quand je me suis lancée marchand de biens, tu vois, j'avais 37 ans. Ouais. Il y a un moment où voilà, tu as envie de plus de responsabilité, mais en faisant un peu ce que tu veux à ta sauce. Et moi, j'en avais assez de rendre des comptes à mes managers. Okay. J'avais envie aussi de monter quelque chose par moi-même, parce que j'ai 2 enfants, j'avais envie de leur dire, voilà, maman a réussi à monter ça. Et prenez-en de la graine. Voilà. Et en tant que salarié, je tournais en rond et je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus, et j'avais fait le tour de mon job. Donc j'avais envie de nouveautés, d'apprendre. Voilà, l'aventure de l'entrepreneuriat, ça me donnait envie, vraiment. Tes enfants avaient quel âge quand tu t'es lancée? Il y a 3 ans, donc ils avaient 7 et 4 ans. Ok, donc quand même petit. Ouais. Encore un âge où faut être un peu derrière, quoi. C'est ça, mais à l'époque, quand j'étais salariée, je bossais énormément. Enfin, j'avais des horaires à rallonge. Donc je déposais mes enfants le matin et je rentrais, je les couchais le soir. Ouais. Donc en fait, je profitais pas ni de mes enfants, ni de mon mari à l'époque. J'avais uniquement le week-end pour profiter d'eux et ça passait très vite. J'étais naze, je stressais, etc. et pas forcément épanouie. Donc ça se ressentait aussi sur ma vie perso. Ok. Et est-ce que justement, le fait d'être une jeune mère, ça a pesé dans la balance justement de cette décision de se dire maintenant, j'ai envie d'avoir plus de temps, etc. Et c'est plus la voie de l'entrepreneuriat qui va me permettre, ou ça a été un bénéfice secondaire? Non, ça a joué. Ouais. Ça a joué ça a compté pour moi au début et ça a joué dans ma prise de décision de me lancer. Parce que quand je me suis fait virer, après aujourd'hui je le vois comme une opportunité, parce que clairement, quand tu es dans le quotidien, tu n'as pas le temps de te poser et de te dire vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Donc là, j'étais obligée de prendre ce temps-là. Et quand tu deviens maman, tes priorités, elles changent aussi. Et je voulais absolument avoir une vraie vie de famille et pouvoir m'occuper de mes enfants. Et comme tu dis, ils étaient encore petits. Donc ils avaient vraiment besoin de moi et de leur papa aussi. Donc ça a vraiment joué. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que en tant que chef d'entreprise, si on peut dire, j'organise mon temps comme j'ai envie. Et si j'ai envie un jour de bosser sur une DP ou sur une présentation jusqu'à 23h, je le fais parce que c'est pour moi, ça ne me dérange pas. Et le lendemain, j'ai envie de m'occuper de mes enfants toute la journée, je le fais. Tu vois. Et moi, c'est cette flexibilité qui m'intéressait. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, moi, quand je me déplace plusieurs jours par semaine. Donc, j'ai trouvé cette organisation-là avec mon mari. Mais c'est parce que j'habite à Paris et je travaille en province. Mais bon, je pense que la majorité des marchands de biens, tu vois, ils ont un secteur de recherche qui est autour de chez eux. Et je pense que c'est plus simple en termes d'organisation. Mais même avec cette organisation, je vois beaucoup plus mes enfants. Et quand je suis avec eux, je suis là à 100%. Quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que justement, il peut y avoir des personnes qui sont, si tu veux, dans ce rôle en tout cas dans ce moment dans leur vie de jeunes parents, mais qui vont le prendre d'un autre angle complètement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, j'ai des enfants en bas âge, je peux pas me permettre en fait de prendre ce risque. Tu vois, genre de quitter mon job, genre c'est la sécurité, et en fait ils continuent de vivre une vie misérable dans laquelle ils sont pas heureux, juste parce que ça leur donne l'impression d'avoir cette espèce de sécurité. Donc là, ton exemple, il est intéressant parce que non seulement tes motivations étaient complètement inversées, et en plus, tu as montré que même en allant bosser loin, ce qui est peu commun, tu gagnes quand même énormément en temps libre et en qualité de vie. C'est sûr.
Et puis quand je suis à Paris, je bosse quand ils sont à l'école. Donc ça me permet de gérer les activités, d'aller les chercher à l'école. Enfin, du coup, ça n'a pas changé ma vie uniquement, hein, ça a changé leur vie aussi. Trop bien. Ils sont super, super contents et j'en discute avec énormément d'amis autour de moi qui ont envie de changement aussi. Enfin, entre 35 et 40 ans, ouais, tu te poses beaucoup de questions et tu as envie de faire quelque chose qui a du sens. Ouais. Mais les gens ne sont pas forcément prêts à cette prise de risque et à changer beaucoup de choses dans leur vie. Donc, ouais... Et c'est dommage parce que souvent, en prenant ce risque, tu gagnes à être plus épanoui et c'est dommage, quoi. Enfin... oui, on a beau essayer de le marteler, c'est vrai que en fait, nous, on a tellement été élevés, société où en fait le Graal c'est le CDI, tu vois, et puis avoir un peu de RTT, et puis des chèques, des tickets resto, que c'est ça, tu vois, c'est l'idéal, quoi. Mais c'était mon cas, hein. Enfin, quand j'ai commencé dans la vie active. Et donc, c'est vrai que quand toi, tu vis autre chose, que tu dis, bah non, en fait, tu peux être entrepreneur, tu peux avoir tu peux travailler moins, tu peux gagner plus et tout, les gens disent, non, c'est pas possible. Ouais, et après, c'est vrai qu'il y a une incertitude. Quand tu te lances, tu sais pas si tu vas réussir tes projets, si tu vas réussir à dégager autant de marge que tu le souhaites, mais voilà, quand ça fonctionne, tu te rends compte que tu pourras plus jamais revenir à une vie de salarié et avoir un boss. Enfin, c'est plus possible. Quand tu as goûté à la liberté une fois, tu peux plus retourner à tes chaînes. C'est ça, exactement. Je disais, et si ça réussit, tu vois, eh ben c'est bingo, mais il y en a qui vont se dire, ah ouais, mais si ça échoue? Bah, si ça échoue, tant pis, ça échoue, et puis au moins tu auras tenté ta chance, tu vois, mais au moins tu auras essayé. Ouais, puis j'avais plein de possibilités, j'aurais pu revenir à un job en RH aussi. Aujourd'hui, après 3 ans, ça serait très difficile, hein, je pense, de repartir. Quand tu es sorti du circuit, c'est dur d'y rentrer, ou juste parce que toi, ça serait compliqué pour toi personnellement? J'étais vraiment, au niveau des ressources humaines, j'étais vraiment en fin de parcours, j'avais envie de voir autre chose, et encore plus après 3 ans, ça serait vraiment difficile d'y revenir, quoi. Et je me suis posé la question quand j'ai commencé le métier de marchand de biens, je me suis dit, est-ce que ça va pas me manquer? Mais je pense qu'on a cette capacité à... ça, on n'en a pas conscience. Tu vois, quand tu changes de métier, tu as tellement de motivation pour faire autre chose que tu te lances à fond. Et moi, à aucun moment, ça m'a manqué. Moi, je sais qu'il y a pas mal de femmes qui... Assez régulièrement, je reçois des mails, des messages de nanas qui sont intéressées par l'immobilier et par l'activité de marchand de biens en particulier, et qui me disent, ah, mais justement, moi, je suis une femme, est-ce que tu crois que je peux est-ce que tu crois que je peux pratiquer cette activité? Alors toi, est-ce que tu as senti que ça pouvait être un obstacle, le fait que ce soit une femme, ou pour être indépendante, ou pour pratiquer l'activité de marchand de biens? Non, enfin, si tu veux, quand je me suis lancée, alors oui, tu es dans un univers d'hommes, hein, donc quand j'ai fait la formation, j'ai bien vu effectivement qu'il y avait quand même plus d'hommes qui étaient intéressés par ce métier. Il y avait quand même quelques femmes, mais très peu. Je peux comprendre ces interrogations-là, parce que quand tu t'intéresses au métier, tu te renseignes sur Internet, sur les réseaux, et franchement, on ne s'identifie pas. Parce qu'ils nous vendent du rêve. Même à moi. Oui, j'ai fait ta formation, donc c'est que ça m'a donné envie. Pour toi, bon côté féminin, et je trouve assez extériorisé. En tout cas, non, mais il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve, quoi, sur YouTube, et en tant que femme, moi, je ne me suis pas du tout identifiée. Ok. Toi, c'est vrai que c'était un peu différent, parce que tu es beaucoup plus direct. Enfin, quand tu présentais tes projets, les avantages, les inconvénients, les difficultés aussi, parce qu'il y en a aussi dans ce métier. Donc, je peux comprendre les interrogations qu'on peut avoir. Mais moi, je bossais dans les ressources humaines pratiquement qu'avec des femmes. D'accord. Je manageais que des filles. Donc moi, ça a été une bouffée d'oxygène, en fait, de manager des artisans, tu vois, sur mes chantiers. Parce que les mecs se prennent pas la tête, tu vois. Même si c'est un management forcément un peu différent, parce que, voilà, il faut être sur place, il faut un peu manager au quotidien ton projet. Moi, j'ai vu aucun inconvénient au fait d'être une femme dans le métier
de marchand de biens. Après, je pense que mon métier précédent m'a aidé dans la manière de présenter les choses, présenter les projets, le relationnel, comme je t'ai dit. Est-ce qu'il y a autre chose, justement, par le relationnel dont tu as pu te servir comme d'un atout? Ouais, bah, sur mon ancien métier, j'avais pas mal d'administratifs aussi, Ok. donc j'ai pigé assez vite les relations avec les mairies, les trucs, les autorisations, ça allait plutôt bien. Les outils aussi, les plans, ça j'avais plutôt des facilités pour tout ça. Le relationnel, mais après tout le reste, non, j'avais jamais fait. Ouais. Mm. Et comment tu as justement pallié au fait que bah, tu n'avais pas d'expérience? Enfin, tu vois, tu dis toi-même, ouais, je l'avais jamais fait, je savais pas faire. Comment tu t'es débrouillé malgré tout? Ben, je me suis formée Mhm. à des outils. Et puis, tu vois, on parlait du réseau Facebook la dernière fois. Enfin, je mitraillais de questions techniques. Et puis, je discutais autour de moi avec les autres marchands de biens, quoi, parce Ouais. que c'est la seule manière que tu as vraiment d'échanger sur tes doutes et d'apprendre aussi des autres. Ça m'a beaucoup servi aussi. Ouais. Soyez curieux et posez des questions, ça aide Et puis, énormément. les artisans m'ont beaucoup appris aussi. Mais quand justement tu ouvres la porte aussi et que tu leur montres que tu es dans une démarche de curiosité, C'est ça. d'apprentissage, C'est ça. ouais, Ouais. super important. Est-ce qu'il y a des choses que, j'espère que plein de nanas regarderont cette vidéo, que ça leur donnera envie de se lancer. Si elles hésitent comme ça, que ça leur donnera, tu vois, hop, la dernière petite poussette qu'il faut pour se lancer. Est-ce que toi, tu aimerais leur donner, tu vois, des conseils, enfin, est-ce que tu voudrais passer un message ou donner des conseils, tu vois, fortes maintenant de ce recul de 3 ans, de ce parcours? Non, je pense qu'à un moment, il faut se lancer. Ouais. Il y a beaucoup effectivement de femmes qui hésitent, qui ont envie de changer de vie. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir en amont, bien se renseigner. Tu vois, la formation que j'ai faite en janvier 2020, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis lancée, vraiment. Ok. Avant ça, j'avais beaucoup d'hésitations. Donc il ne faut pas hésiter à faire des formations, à se renseigner et aussi à poser des questions à des marchands de biens, même à d'autres femmes aussi qui se sont lancées. Mais il y a un moment, il faut y aller. Faut se lancer. Et puis, moi, voilà, j'étais dans un contexte un peu particulier. Alors, j'ai été forcée de réfléchir. Mais voilà, je regrette pas. Donc, ouais, faut pas hésiter, je pense. Et donc c'est vrai moi j'insisterai jamais assez sur l'importance de suivre un programme de formation quand on veut se lancer, que ce soit immobilier, marchand de biens ou même n'importe quel truc d'entrepreneuriat, parce que ça va vous donner déjà un petit peu, on va dire, ça démystifie toujours un petit peu le truc, parce qu'on s'en fait souvent une montagne, alors qu'en fait, quand on commence à apprendre, on se dit, ah ouais, c'est peut-être pas si compliqué, c'est peut-être pas si sorcier que ça, il faut juste que je pense bien à toutes ces choses. Vous allez rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, et ça, je pense que c'est encore plus important. On n'est pas entouré d'entrepreneurs, enfin, la plupart des gens qu'on fréquente ne sont pas entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont une minorité en général, ils sont dans des cercles un peu fermés, et c'est vrai qu'on les fréquente pas. Et ben quand on commence à fréquenter des gens qui ont les mêmes aspirations que nous, ça fait du bien. Donc, voilà, si vous voulez vous lancer dans l'activité de marchand de biens, si vous voulez vous former chez nous, moi je serais ravi, mais en tout cas, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, quelqu'un de sérieux, mais voilà, allez sur un programme de formation, ça vous aidera énormément. Bon, Bérengère, merci de nous avoir consacré tout ce temps. Bravo Merci pour ce toi. parcours. Si des personnes ont des questions, voilà, des nanas regardent, ou peut-être des hommes aussi regardent cette vidéo et ont des petites questions à te poser, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement? Et si oui, comment? Et N'hésitez pas. par quel moyen? Où est-ce qu'on te retrouve? Facebook, sur LinkedIn aussi. Alors sur LinkedIn, à quel nom on te retrouve? Bérengère Adouche. Adouche. Avec un H. Avec un H. H-A-2-D-O-U-C-H-E, c'est ça. Ok, très bien. Et en attendant, donc, si vous ne l'avez pas fait, payez votre like pour ce beau parcours, ce parcours inspirant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je suis sûr que Bérengère sera ravie. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.